Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. De la biologie à l'anthropologie en passant par la médecine, le droit, la psychologie, l'ethnologie et la mythologie, nombreuses sont les spécialités intéressées par le fait gémellaire. Et pourtant, au regard des connaissances acquises, qui n'ont véritablement commencé à se développer qu'à partir de la seconde moitié du XXe siècle, force est de constater que la gémellité garde encore sa part de mystère. L'imaginaire a, quant à lui, investi le terrain depuis fort longtemps déjà. Dans la plupart des sociétés, ce caprice de la nature suscite depuis toujours une certaine fascination, qui n'exclut pas la crainte, parmi la population très majoritaire des singuliers, ceux qui sont venus au monde seuls vous diront les jumeaux. Nombre de croyances profondément ancrées dans la conscience collective sont attachées au phénomène gémellaire. Par ailleurs, qui n'a pas, au moins une fois, songé à ce que représenterait pour lui le fait d'avoir un frère jumeau ou une sœur jumelle? L'épisode des retrouvailles entre Ulrich et Agathe, les personnages musiliens de L'homme sans qualité, inaugure une réflexion de l'auteur autour d'une gémellité idéale et idéale. Précision importante, Ulrich et Agathe ne sont pas jumeaux. Ils sont simplement frères et sœurs. 5 années séparent leur naissance. À celle-ci s'ajoutent d'autres nombreuses années durant lesquelles ils ont vécu loin l'un de l'autre, leur père les ayant confiés à des institutions éducatives différentes à la mort de leur mère. De retour dans la ville de son enfance, où il doit assister aux funérailles de son père, Ulrich s'apprête à revoir Agathe qui a maintenant 27 ans et qui pour lui est presque une inconnue. Robert Musil décrit en ces termes leurs retrouvailles. Ulrich voulut se changer et l'idée lui vint de passer une sorte de pyjama d'intérieur qui lui tomba dans les mains comme il défaisait ses valises. Elle aurait pu au moins m'accueillir dans l'appartement, pensa-t-il. Il y avait dans le choix négligent de ce vêtement comme un vague désir de faire la leçon à sa sœur. C'était un grand pyjama de laine moelleuse, une sorte de costume de Pierrot carrelé de gris et de noir, noué aux poignets et aux chevilles comme à la ceinture. Il l'aimait pour son confort qu'une nuit d'insomnie et un long voyage lui firent ressentir avec plaisir comme il descendait l'escalier. Mais lorsqu'il pénétra dans la chambre où l'attendait sa sœur, il s'émerveilla de s'être ainsi vêtu. Par une mystérieuse disposition du hasard, il se trouva en effet devant un grand Pierrot blond, enveloppé de rayures et de carreaux d'un gris et d'un rouille subtil, qui au premier coup d'œil paraissait tout semblable à lui. « Je ne savais pas que nous fussions jumeaux » dit Agathe, et son visage s'éclaira de gaieté. 2. L'appréhension de la rencontre inévitablement suscitée par l'inexpérience de l'autre, autre frère, autre sœur que seuls réunissent les liens du sang, cède immédiatement devant l'émergence du même qui suscite émerveillement chez l'un et gaieté chez l'autre. La remarque d'Agathe constatant la similitude des tenues vestimentaires renvoie à une essence gémellaire qui procède de la réunion des mêmes. Ceux qui se ressemblent se retrouvent et se retrouvent car ils se ressemblent. Pourtant, si l'on y prend garde, leurs tenues sont loin d'être identiques. Mais ce n'est là qu'un moindre détail car Ulrich voit en Agathe son alter ego, son autre moi. C'est en cela qu'ils apparaissent jumeaux, c'est-à-dire à la fois identiques et différents, et en cela complémentaires. Ils deviennent l'un pour l'autre l'être essentiel en l'absence duquel leur existence ne peut accéder à la plénitude tant recherchée. Ainsi, une simple affinité des dispositions concernant leur choix vestimentaire donne aux deux personnages l'impression réjouissante d'être parfaitement assortis. Assortiment qui évoluera jusqu'à son paroxysme vers la constitution du couple idéal tel que le frère et la sœur l'envisagent, puisque ces derniers transgresseront le tabou de l'inceste. À travers cet acte, ils comptent accéder à une forme supérieure d'unité qu'ils croient trouver dans l'autre moi, l'alter ego. La gémellité est ici présentée comme le paradigme de l'unité du soi. Mais comme on l'a précisé plus haut, il ne s'agit là que d'une gémellité imaginaire dans laquelle le frère et la sœur tentent de retrouver chez l'autre ce qui manque à leur être pour atteindre la complétude. Ils tentent d'instaurer une relation d'autosuffisance conforme à l'idée qu'ils se font du couple gémellaire, c'est-à-dire conforme aux images qui lui sont associées dans la pensée collective. C'est à l'analyse de représentation de l'imaginaire de la gémellité en Occident, dont certaines remontent à l'époque classique, que sera consacrée cette étude. Mais avant d'en présenter les orientations et les grandes lignes, il convient de préciser dès maintenant ce que recouvre le terme d'imaginaire. Gilbert Durand appelle imaginaire
l'ensemble des images et des relations d'images qui constituent le capital de pensée de l'Homo sapiens. 3. L'image quant à elle est ce qui apparaît à la conscience lorsqu'elle se représente le monde qui l'entoure. Cette représentation, nous dit G. Durand, peut s'effectuer de deux manières. Soit directe, on se représente une chose, c'est-à-dire un objet ou une personne existant réellement, ou au contraire indirecte, lorsque pour une raison ou pour une autre, la chose ne peut se présenter en chair et en os, à la sensibilité, comme par exemple dans le souvenir de notre enfance, dans l'imagination des paysages de la planète Mars, dans l'intelligence de la ronde des électrons autour du noyau atomique ou dans la représentation d'un au-delà de la mort. Dans tous ces cas de conscience indirecte, l'objet absent est représenté à la conscience par une image, au sens très large de ce terme. 4. Il nous faut convenir à partir de là que, loin de se limiter à un contenu mnésique de la perception, l'image est également élaboration. Effectivement, la pensée ne peut s'exercer sans recours aux images. L'image en tant qu'analogon, pour reprendre les termes de G. Durand, est donc également un symbole car elle permet d'accéder au non-sensible. Cette définition permet d'éviter de restreindre les processus et contenus de l'imaginaire au seul domaine de la fantaisie ou du dérèglement de l'esprit, lieu où la raison triomphante du siècle des Lumières souhaitait les cantonner définitivement. Lumières aveuglantes du rationalisme qui occultait un fait essentiel. L'imaginaire constitue un mode de connaissance qui se suffit à lui-même. Dès lors l'on comprend mieux que l'étude de l'imaginaire puisse s'émanciper des questions liées à la nature réelle de l'objet, à la preuve de son existence, puisqu'elle s'intéresse à un système, un dynamisme organisateur des images, qui leur confère une profondeur en les reliant entre elles. 5. De fait, le recours à des termes tels que imaginaire religieux, par exemple, ne peut être en aucun moment associé à une prétention quelconque à adopter une position métaphysique ou éontologique sur la question de l'authenticité des révélations. Ces précisions ayant été apportées, venons-en maintenant au sujet même de cette étude, la gémellité dans l'imaginaire collectif occidental. Toute future mère ou jeune maman a eu, au moins une fois, le privilège comme le désavantage d'avoir à entendre les conseils et avis éclairés de son entourage concernant l'avenir de sa grossesse. Il s'agit le plus souvent du récit d'expériences décrivant des situations à caractère anxiogène dont la future mère se serait bien passée. Lorsque l'on accueille des jumeaux, l'expérience prend une ampleur particulière. La gémellité est en effet un phénomène à la fois naturel et extraordinaire. Extraordinaire de par sa rareté statistique et les contraintes matérielles qu'elle implique, mais également dans la manière dont elle est perçue par la société. Sans pour autant oublier que les comportements ne sont pas identiques selon les cultures et les régions du monde, on peut toutefois tenter de repérer certaines formes d'appropriation sociale du fait gémellaire. Celles-ci sont objectivées par l'examen des contenus imaginaires que nous livrent les œuvres littéraires, mais aussi les productions théâtrales ou cinématographiques. Par ailleurs, il est également possible de percevoir d'autres expressions manifestes de ces contenus imaginaires dans les discours tenus communément autour de la gémellité. Aussi, cette étude intègre-t-elle des informations recueillies à l'occasion d'entretiens de nature informelle 6 qui ont été menés auprès de jumeaux et jumelles et de parents de jumeaux. Cela dit, nous tenons à bien préciser ici que ces entretiens n'ont pas été réalisés dans le but de produire une enquête qualitative au sens strict. Les contenus recueillis permettent d'exemplifier, pourrions-nous dire, certaines des analyses réalisées à partir des productions imaginaires que sont les œuvres littéraires, théâtrales ou encore cinématographiques. Ces témoignages permettent donc de découvrir quelques-unes des expériences qu'ont vécues des personnes directement concernées par le fait gémellaire, et surtout, ils contribuent à montrer que les regards que porte la société contemporaine sur la gémellité ne sont pas neutres. Les jumeaux nous offrent en effet l'image d'une proximité extrême puisqu'ils naissent ensemble et pour certains se présentent comme d'authentiques semblables. Cette proximité tient à la fois de la réalité et de l'idée que l'on se fait de cette réalité. Lorsque l'on parle de lien gémellaire, on entend à la fois désigner ce qui relie les jumeaux dans leur histoire biologique ainsi que ce qu'ils partagent dans leur histoire individuelle. Mais plus encore, dans le terme de lien, l'on entend l'idée d'un attachement incontournable, c'est-à-dire dont on ne peut se défaire. Le fait que les spécialistes de l'éducation insistent sur l'importance de l'accès à l'individualité en constitue une illustration probante. Chaque jumeau, souligne-t-il,
doit pouvoir bénéficier des conditions nécessaires au développement de sa propre individualité et cela n'est possible qu'en expérimentant la vie hors de la présence du frère ou de la sœur. En Occident, la séparation des jumeaux relèverait-elle, culturellement s'entend, d'un acte contre nature ? C'est une des questions à laquelle cette étude tente de répondre. Il faut savoir que dans d'autres cultures, africaines et amérindiennes notamment, cette idée d'une proximité gémellaire est source d'inquiétude. Inquiétude engendrant des comportements extrêmes. Dans certaines tribus, on sacrifiait l'un des jumeaux afin de rétablir un ordre perturbé. Il pouvait s'agir de la fille en cas de naissance mixte tandis que dans d'autres régions, c'était le rang de naissance, aîné ou cadet, qui indiquait lequel des jumeaux serait mis à mort ou soumis à l'ordalie. Afin de saisir la spécificité de notre propre régime culturel, nous avons donc choisi d'entamer cette étude par un détour du côté des jumeaux impossibles des territoires amérindiens décrits par Claude Lévi-Strauss. La destinée idéale des jumeaux telle qu'elle est envisagée au cœur des récits de la mythologie amérindienne, s'inscrit selon un modèle participant à l'équilibre de l'univers. Or ce modèle nous est totalement étranger. Son examen contribuera à permettre de saisir la particularité de notre mode d'appréhension du réel. Notons bien, à ce propos, qu'il ne s'agit aucunement d'entamer ici une analyse comparative entre pensée sauvage et pensée moderne, mais de présenter au lecteur occidental une vision différente du fait gémellaire selon les systèmes d'interprétation auxquels on l'associe de part et d'autre du globe. Aussi, et contre toute attente, le premier chapitre sera donc consacré à l'étude de ces jumeaux si différents des nôtres. Au moment d'entreprendre l'exploration de l'imaginaire de la gémellité en Occident, il est apparu nécessaire de situer préalablement le champ sémantique au sein duquel se déploient les différents sens propres, mais aussi, et surtout, figurés, du terme jumeau. Ce sera le sujet du second chapitre. À cette occasion, l'on tentera également de montrer que la relation gémellaire est envisagée comme une détermination de l'être et du devenir au sein de l'imaginaire collectif. La mythologie classique nous fournit nombre de figures gémellaires parmi lesquelles celle de Castor et Pollux également nommé Dioscure, fils de Zeus. Les Dioscures représentent l'archétype même du couple uni par la philia grecque, c'est-à-dire l'amour inconditionnel, désintéressé. Associée aux jumeaux mythologiques, elle est un mode d'existence ou, plus exactement, une raison d'être à deux. Nous étudierons en détail la figure dioscurique ainsi que les représentations qui lui sont associées au chapitre 3. La description de l'humanité primordiale telle qu'elle est présentée dans le mythe d'Aristophane constitue une autre forme de résolution de la dualité dans l'unité. Nous verrons au chapitre 4 qu'il est possible d'envisager la relation unique que partagent les jumeaux dès les premiers temps de la vie, dans le sein maternel, comme une forme de complétude qui prend fin lors de leur venue au monde. La naissance peut effectivement évoquer la douloureuse expérience de la perte de la complétude originelle que subit la première humanité, ainsi que le relate le poète grec. Au chapitre 5, nous verrons que la naissance gémellaire participe à la fois de l'ordre et du désordre. Ordre car il s'agit bien d'un fait naturel qui se produit depuis la nuit des temps. Désordre car en dépit de l'augmentation des naissances multiples depuis les années 70, cela demeure un fait exceptionnel, extraordinaire, dont on a pendant longtemps attribué l'origine à une déviance du comportement féminin. De nos jours encore, la présence de jumeaux suscite des réactions mêlant curiosité et fascination. Par ailleurs, la gémellité reste associée à des croyances tenaces. Le chapitre 6 s'intéresse à la manière dont la littérature a participé à la révélation d'une légitimité culturelle de ce phénomène naturel qui surgit là où on ne l'attend pas. L'accès à une existence bienheureuse apparaît problématique chez les jumeaux appartenant à l'imaginaire collectif. Abandonnés par une mère craignant l'opprobre ou isolés brutalement de leur famille à la suite d'événements malencontreux, ils ne trouvent d'apaisement à leur souffrance qu'au terme d'une véritable quête identitaire. Les retrouvailles gémellaires n'ont pas nécessairement pour finalité d'unir les destins, mais plutôt de rétablir le droit des jumeaux à envisager l'avenir sans renier leurs origines. C'est à la question de la perte d'identité et de la dépossession du moi que sera consacré le contenu du chapitre 7. La confusion est ennemie de l'ordre social. Or,
La ressemblance extrême que présentent certains jumeaux peut constituer une menace dans une société peuplée de singuliers tout différents et identifiables en cela. Mais les jumeaux ne sont-ils pas les premières victimes des quiproquos et désagréments que peut générer leur ressemblance ? L'on verra également que la figure gémellaire peut être amenée à illustrer les problématiques de la responsabilité et du choix qui engagent l'individu. Le couple gémellaire appréhendé comme une entité indivisible, un individuum, constitue le sujet du chapitre 8. C'est en tout cas, nous le verrons, l'image que renvoie principalement la littérature à partir du XIXe siècle. Celle-ci offre en effet une lecture plus intimiste de la relation gémellaire et de l'influence que celle-ci peut exercer sur les destinées individuelles. Enfin, le 9e et dernier chapitre sera consacré à une autre facette de la relation gémellaire, telle qu'elle apparaît en Occident à travers la figure des frères ennemis. La représentation de la rivalité fraternelle est en effet augmentée par le rapport gémellaire, voire poussée à son paroxysme. L'on s'intéressera entre autres aux mobiles qui génèrent cette rivalité, aboutissant inévitablement à la réduction de la dualité gémellaire, à la singularité. Un Robert Musil, L'homme sans qualité, Nouvelle Edition tome 2, traduit de l'allemand par Philippe Jacotet et par Jean-Pierre Cometti et Marianne Rocherjacquin pour les textes inédits. Aide du Seuil, Paris 2004, page 11. 2 Ibidem, page 13 à 14. 3 Gilbert Durand, Les structures anthropologiques de l'imaginaire, Introduction à l'archétypologie générale, ed. Worda, Paris 1960. 4 G. Durand, L'imagination symbolique, ed. Pufcol. Quadrige, Paris 1998-1964, 1 degré édition, page 8. 5 Joël Thomas, Introduction aux méthodologies de l'imaginaire, ed. Ellipse, Paris 1998, page 15. 6 Une vingtaine d'entretiens réalisés en France. 7 Philia, Sentiment d'amour-amitié, entendu en tant que vertu. Chapitre 1 Des jumeaux si différents. L'approche de l'altérité peut nous aider à considérer d'un œil nouveau les éléments qui composent notre propre culture. C'est la raison pour laquelle cette étude débutera par un détour du côté des sociétés amérindiennes, qui peuplaient le Nouveau Monde, bien avant que les Occidentaux n'en découvrent l'existence. En réalité, cette démarche préalable n'a d'autre but que de nous permettre de percevoir l'efficace du système de lecture occidental, où s'inscrit inévitablement notre perception de la gémellité. Car si la naissance gémellaire est loin de constituer un phénomène anodin, l'extraordinaire variété des réactions qu'elle suscite démontre qu'elle est loin de constituer un phénomène insignifiant. D'ailleurs, l'on sait aujourd'hui que la naissance de jumeaux est frappée de tabous dans diverses régions du monde. Ces informations nous sont parvenues par l'intermédiaire de nombreux travaux ethnographiques réalisés sur les continents africains et américains, travaux qui consistèrent à étudier les divers comportements adoptés à l'égard des enfants nés jumeaux mais aussi à l'égard de leur entourage, à savoir les parents, mais aussi parfois la famille élargie, les proches, les voisins, voire le village tout entier. La richesse et la diversité de ces contenus mythiques, issus de multiples horizons et qui n'ont cessé de surprendre les observateurs, permettent surtout de montrer clairement que la gémellité appartient à la fois à l'ordre du naturel et du culturel. Aussi, afin d'être en mesure de porter un regard éloigné sur notre vieux monde et de contribuer ainsi à saisir en quoi l'appréhension culturelle d'un phénomène naturel peut différer d'une population à une autre, rendons-nous préalablement au cœur de la mythologie amérindienne. Cette démarche va nous permettre d'entrer en contact avec un système de pensée original, au sens noble du terme, et qui se révèle incompatible, nous le vérifierons dans les chapitres suivants, avec le contenu du modèle occidental. À l'étude des récits qui ont été recueillis depuis quelques siècles déjà, l'on s'aperçoit que les jumeaux que l'on rencontre dans la mythologie amérindienne ne le restent jamais longtemps. Aussi singulière qu'elle puisse paraître, cette affirmation résume assez bien la constatation à laquelle aboutit Claude Lévi-Strauss dans son Histoire de Lynx 8. Cet ouvrage a été élaboré à partir de la réunion d'observations effectuées à différentes époques de la carrière de l'auteur. Elle présente des traits communs qui permettent à l'auteur de les intégrer dans un schéma explicatif du mode de pensée dualiste selon lequel des populations rencontrées en Amérique du Nord et du Sud tendraient à interpréter l'univers qui les entoure.
En effet, celle-ci partage une conception selon laquelle le bon fonctionnement du monde reposerait sur la confrontation de contraires ou plus exactement, de termes opposés du type ciel, terre, vent, brouillard, eau, feu, etc. Pour en montrer la configuration, Lévi-Strauss s'appuie sur l'étude d'un vaste matériel mythique composé de récits recueillis sur les deux hémisphères. En procédant à l'analyse de ces mythes éparpillés à travers le continent et qui présentent entre eux d'importantes similitudes, il remarque que la pensée amérindienne s'emploie à différencier les êtres qui, originellement, révèlent une trop grande proximité. C'est ce qu'illustre notamment l'histoire des deux fils de Lynx, personnages célèbres de la mythologie qui portent également le nom de chats sauvages. Les deux fils de Lynx présentent la particularité d'être nés jumeaux. Mais ces jumeaux ne le resteront pas longtemps, nous explique l'anthropologue. Car ces deux-là vont être rapidement séparés par leurs destins respectifs. Devenus soleil et lune, ils ne se rencontreront plus jamais et ce, pour la bonne marche de l'univers. Cet épisode de la cosmogonie amérindienne, empreint d'une poésie certaine, illustre ainsi une des multiples expressions du mode de pensée dualiste qui régit, depuis des temps immémoriaux, l'interprétation de l'univers de l'autre côté du globe. Ces expressions, Lévi-Strauss va s'attacher à les retrouver au sein des contenus mythiques dont il dispose tout en mettant en évidence la façon dont l'interprétation dualiste amérindienne s'emploie à dégéméliser, si l'on peut dire, les choses et les êtres qui composent l'univers. La genèse de la tribu Tupinamba, de la région de Rio de Janeiro, offre ainsi une perspective significative de cette représentation dualiste de la nature et de la société. Cette genèse fut relatée pour la première fois en 1575 par André Tevet-Neuf, responsable du cabinet de curiosité du roi. Des recherches récentes démontrent qu'elle n'a pas subi de modifications depuis. En se fondant sur l'étude détaillée du récit, Lévi-Strauss nous montre comment s'effectue progressivement l'organisation de la nature et de la société dans l'enchaînement d'une série d'étapes. Chacune de ces étapes correspond à la génération à partir d'une population initiale, de deux nouvelles communautés fortement différenciées l'une de l'autre par leur savoir, leurs talents, ou encore les qualités de leurs membres. Cette répartition binaire ou bipartition 10 s'applique à chacune des périodes fondatrices de la cosmogonie Tupinamba. Pour en comprendre le fonctionnement, dressons-en un résumé. Une première séparation survient à partir d'une totalité originelle, séparation qui donne naissance aux divinités résidant dans le ciel d'une part et aux créatures terrestres d'autre part. Or, en raison de l'offense faite à une divinité, les créatures humaines qui composent les premières créatures terrestres sont séparées en deux groupes, les Indiens et les non-Indiens. Ces derniers hériteront à cette occasion de savoirs supérieurs à ceux des Indiens. Voici une étape pour le moins intéressante, car Lévi-Strauss va saisir dans cet épisode une possibilité d'expliquer l'accueil favorable qui fut réservé aux Blancs alors qu'ils débarquaient sur le sol du Nouveau Monde. En effet, ces derniers auraient en quelque sorte bénéficié de la place que la cosmogonie amérindienne leur avait déjà octroyée, bien avant qu'ils ne décident de prendre la mer et d'atteindre les côtes de ce qu'ils nommeront le Nouveau Monde 11. Le mythe ne faisait-il pas référence à l'existence, au sein de contrées lointaines, d'une population étrangère à la race indienne et détentrice de savoirs techniques extrêmement perfectionnés? Savoirs en matière de navigation notamment, qui avaient permis aux Blancs d'atteindre les rivages d'Amérique. Mais revenons maintenant à la description mythique des origines de la tribu Tupinamba. Celle-ci se poursuit à travers un nouvel épisode durant lequel éclate un conflit entre deux frères jumeaux, descendants du démiurge Mermonan et démiurge Mem. Ce conflit provoque un déluge et la mort de tous les êtres vivants sur Terre. Seuls à avoir échappé à la mort en se réfugiant sur le sommet de la montagne, les frères ennemis et leurs épouses se voient confier la charge de repeupler le monde. Ils engendrent, conformément à leur inimitié si l'on peut dire, deux tribus ennemies avec, d'un côté, les concitoyens, d'où proviennent les Tupinamba, et de l'autre, les étrangers, les Timimino, ennemis jurés des précédents. Et comme à chacune des étapes décrites précédemment, le processus de création par scission se répète au cours des périodes suivantes. Le contenu du mythe détaille effectivement chacune des décompositions successives de populations dont est issue la tribu Tupinamba, telle qu'elle se présente au moment où est raconté le mythe. Aussi les nouvelles générations émanent de la subdivision en deux termes de la population d'origine.
De génération en génération s'opèrent de nouvelles différenciations jusqu'à ce que l'on aboutisse, scission après scission, à la définition de caractères et de situations particulières que l'on retrouve exprimées dans de nombreux détails de la vie quotidienne. Ainsi, deux populations descendent de ce que furent à l'origine les concitoyens Tupinamba, et l'on trouve donc à la génération suivante, d'un côté, ceux que l'on nommera les bons concitoyens lesquels seront gratifiés en remerciement des qualités dont ils font preuve et de l'autre côté, les mauvais concitoyens qui, eux, subiront la famine. Enfin, une nouvelle intervention divine, en l'occurrence celle du 6e et dernier démiurge, provoque une ultime scission au sein de la population de ces bons concitoyens Tupinamba, scission qui donne naissance à deux nouveaux groupes, les forts et les faibles. Cette description peut apparaître fastidieuse. Elle souffre en réalité de l'excès de simplification à laquelle nous l'avons contrainte, pour les besoins de l'analyse. Le lecteur est d'ailleurs invité à retrouver le récit détaillé de cette genèse au fil des pages d'Histoire de Lynx, le talent littéraire de son auteur n'ajoutant que plus de saveur à sa lecture. Ce qui nous intéresse ici concerne davantage la forme que le contenu. En effet, Lévi-Strauss nous montre avec force détail comment se manifeste tout au long de la chaîne le principe d'une dichotomie qui constitue l'élément invariant du système 12. Principe qui inscrit le déroulement du récit et la nature des événements qui le composent au cœur d'un schéma logique. On observe ainsi que les différentes périodes satisfont à la mise en œuvre du même processus. À chaque acte créateur correspond l'avènement synchrone de deux populations strictement opposées en nature ou et en talent. On assiste donc à chacune des périodes essentielles et décisives de la cosmogonie amérindienne, à la génération simultanée de l'un et de l'autre à partir d'une même population génitrice. L'on remarque à ce propos, dans le cheminement même du récit, comment l'organisation du monde, autrement dit l'organisation de la nature et de la société, répond aux règles d'application d'un principe logique dualiste. Aussi il faut bien noter que la différenciation est immanente à l'acte créateur, puisque ce dernier se traduit systématiquement par le co-avènement de deux genres contraires, ou de deux genres strictement différenciés. L'émergence de l'altérité intervient comme un phénomène nécessaire aux deux sens du terme, c'est-à-dire systématique, ou qui survient à chaque étape générationnelle, mais aussi indispensable à la réalisation de l'ordre des choses. Lévi-Strauss achève la description de ce processus de génération bipartite par ces mots. Idéalement jumelles à chaque étape, les parties se révèlent toujours inégales. 13. Pour rendre compte du processus de partition dualiste, Lévi-Strauss fait donc appel à la notion de gémellité. Au vu de l'interprétation proposée plus tôt, ce procédé peut paraître déroutant. On peut se demander en effet quelle est la place de la gémellité au sein d'une réflexion qui rend compte de l'application systématique d'un schéma de différenciation des genres ou des populations. Pourtant, la démarche est tout à fait justifiée. Car il s'agit précisément pour l'auteur d'analyser la manière dont le modèle dualiste s'impose et intervient là, précisément, où l'équilibre fondé sur l'inégalité des termes se trouverait menacé. Or, dans l'imaginaire collectif, la gémellité n'est-elle pas associée à une expression idéale de l'identité ? Sur ce point ne se montrerait-elle pas en contradiction avec les principes sur lesquels repose la pensée amérindienne ? Principes selon lesquels l'équilibre du monde est lié à la génération des différences ? En effet, comme on a pu le constater, chaque démiurge donne naissance à deux populations lesquelles peuvent être assimilées, de par les conditions de leur avènement au monde, à des populations sœurs, ou plus exactement jumelles. C'est cette dimension que privilégie Lévi-Strauss lorsqu'il évoque la figure gémellaire. Ces populations sœurs sont en quelque sorte des jumelles symboliques, si l'on se rapporte à leur prédisposition originelle. Effectivement, c'est à une gémellité idéale que l'auteur fait référence ici. Mais, heureusement, pour la bonne marche de l'univers tel que la conçoivent les Tupinamba, il s'agit là d'une gémellité fugace puisqu'elle est amenée aussitôt à disparaître dans une différenciation des progénitures. C'est ce que signifient ici les termes « idéalement jumelles ». Cette dégémellisation des populations ne traduit rien de moins que le fonctionnement du système car ce que proclament implicitement ces mythes, nous explique l'auteur, c'est que jamais les pôles entre lesquels s'ordonnent les phénomènes naturels et la vie en société, ciel et terre, feu et eau et bas, près et loin, indiens et non indiens, concitoyens et étrangers, etc., ne pourront être jumeaux.
Ce sont ces écarts différentiels en cascade, tels que les conçoit la pensée mythique, qui mettent en branle la machine de l'univers 14. Cela dit, la tentation est forte de reprocher à l'auteur de faire un usage quelque peu imprécis des termes jumeaux, jumelles ou gémellité, car il est vrai qu'il n'en fournit aucune définition préalable. Lévi-Strauss utilise effectivement un même vocable pour désigner différentes situations sans nous préciser le sens qu'il lui donne initialement, et notamment sans indiquer les propriétés qui définissent le fait gémellaire tel qu'il l'utilise pour illustrer son analyse. Cette façon de procéder se révèle problématique dès lors que l'on s'attache à saisir la nature véritable de l'objet de son étude. Aussi, pour tenter d'appréhender de manière plus précise les conditions d'utilisation qu'il réserve à cette notion et de mieux saisir les critères en fonction desquels il établit sa grille d'analyse, rapportons-nous à un autre épisode mythique emprunté à la cosmogonie amérindienne dont Lévi-Strauss nous livre également le récit. Le dieu Mère-Ata épousa une payse. Celle-ci, d'humeur vagabonde, eut envie de voir du pays bien qu'elle fût enceinte. L'auteur poursuit la narration en précisant que la future mère conversait avec l'enfant qu'elle portait, lequel lui indiquait le chemin à suivre. Mais comme sa mère refusait de lui cueillir certains petits légumes dont il avait envie, il se tut. La femme se perdit, arriva chez Sari qui l'invita chez lui et, profitant de son sommeil, l'engrossa d'un autre fils, lequel tint au ventre compagnie au premier 15. Un peu plus loin, il est précisé que les enfants nés de cette grossesse se porteront une affection mutuelle tout en révélant des natures et des talents très fortement différenciés. Le fils de Mère-Ata, progéniture d'un dieu, se révélera invincible et triomphera de tous ses agresseurs tandis que le fils de Sarig trouvera la mort à l'issue d'un combat. 16. La figure de la gémellité à laquelle se réfère Lévi-Strauss en vue de procéder à l'analyse du mythe semble devoir présenter obligatoirement les deux propriétés suivantes. La première qui renvoie directement aux conditions de la venue au monde a trait à la double naissance, c'est-à-dire à la conception de deux êtres vivants issus d'un même accouchement. La seconde implique une coexistence du même, au sein de la communauté fraternelle. La ressemblance physique étant bien entendu une des expressions du même. Partant de ces deux critères, bien que non définis explicitement au départ, Lévi-Strauss nous laisse entendre que dans l'épisode ici relaté, la deuxième caractéristique entrant dans la composition de la figure de la gémellité est rapidement abolie par la différenciation immédiate et manifeste des progénitures. En conséquence de quoi le statut de jumeaux, qui devrait leur être attribué en raison même des circonstances de leur naissance, est donc purement et simplement invalidé par l'inégalité manifeste de leur performance. Car n'oublions pas qu'il est ici question d'un récit mythologique, et qu'il est donc possible de considérer que la filiation divine est révélée, ou encore rendue manifeste, par l'intermédiaire des pouvoirs supérieurs qui appartiennent au fils de Mère-Ata. Il apparaît donc que la seule détermination du partage du ventre maternel ne semble pas prise en compte dans l'établissement d'un lien gémellaire. Tenant compte de cela, l'on peut admettre que les choses rentrent dans l'ordre puisque les jumeaux n'en sont plus. Et tant mieux puisque les jumeaux véritables sont maléfiques, ceux engendrés par des pères différents remplissent une fonction indispensable à la bonne marche du monde. 17. On pourrait être tenté de réfuter ce recours à la notion de gémellité sous prétexte qu'elle intervient dans cette analyse, non par rapport à ce qu'elle représente significativement en soi, mais plutôt par ce qu'elle pourrait évoquer dans l'imaginaire collectif. Lévi-Strauss donne effectivement l'impression de recourir à cette notion dans le but unique de nous montrer que la mythologie amérindienne refuse ce qui évoque la génération simultanée de doubles identiques, et pour cause puisqu'une telle chose s'inscrit dans la perturbation de la bonne marche de l'univers. La difficulté tient au fait que la gémellité est simplement entrevue, dans l'analyse du contenu mythique. Plus exactement, l'emploi du terme gémellité n'est pas préalablement défini par l'auteur au prétexte que le mythe la réfute. Aussi la preuve de la double paternité qu'apporte l'inégalité des performances réalisées par les deux frères vient-elle attester de l'absence d'un lien gémellaire. Comme si, mais cela Lévi-Strauss ne nous le dit pas et c'est à nous de le deviner, le partage du ventre maternel ne signifiait plus rien ou encore comme si l'égalité d'âge ne comptait pas. Dans cet exemple précis, le caractère gémellaire de la fratrie ne peut être établi qu'à partir de la reconnaissance d'une identité manifeste des performances des protagonistes. Identité des compétences ou des talents plus précisément,
seule détermination à même de prouver l'origine paternelle commune. Lévi-Strauss va évoquer un autre récit mettant en scène de vrais jumeaux, nous dit-il 18. C'est ainsi en tout cas qu'il qualifie la relation initiale existant entre Tamendonaré et Arikouté, descendant de Mère Monane, membre du panthéon amérindien que nous avons d'ailleurs évoqué plus haut. Contrairement aux fils de Sarig et aux fils de Mère Ata, Tamendonaré et Arikouté sont engendrés par un même père, Sumé, seulement, en raison de personnalités divergentes, l'un est pacifique, l'autre belliqueux, les deux frères deviennent ennemis. Leur antagonisme est d'autant plus irrévocable qu'il se diffuse dans leur descendance. Ici, le rapport gémellaire est à nouveau symboliquement annihilé dans la manifestation de la rivalité laquelle entraîne la dislocation de la fratrie. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.